Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la bataille d'Anoual, 1921. C'est un moment clé, mais souvent un peu oublié, de la guerre du Rif. Oui, tout à fait. Un épisode vraiment marquant de l'histoire coloniale au Maroc. En gros, c'est l'effondrement spectaculaire de l'armée espagnole face aux tribus rifènes. C'est ça. Et à leur tête, Abdelkrim Khattabi. On est dans le protectorat espagnol, l'Espagne essaye d'étendre son contrôle, mais ça résiste fort. Exactement. Et les sources qu'on a, notamment l'article Wikipédia assez détaillé, nous donnent pas mal d'infos sur le contexte, les stratégies, les personnages. Notre but, c'est de comprendre un peu les racines de tout ça, comment on en est arrivé à ce désastre pour les Espagnols, et ce que ça signifie. Bon, alors on commence par quoi? Le contexte rifin. Oui, c'est essentiel. Faut imaginer une société tribale, les Kabylas. Des Berbères, assez divisés souvent, mais très attachés à leur indépendance. Un idéal guerrier assez fort. Organisé comment? Localement, c'est la Jama'a, l'assemblée du village, et le Cher. L'autorité du sultan à Fès ou Marrakech, elle est loin. Hein. Et c'est le droit coutumier, l'Ourf, qui domine souvent. Et au milieu de tout ça, une tribu clé, les Beni Ouriagel. C'est la tribu d'Abdelkrim. Voilà, la plus nombreuse, réputée la plus guerrière. Ils étaient aussi relativement bien armés, il faut le dire. Des Mausers, des Remingtons. Et Abdelkrim lui-même, alors, il sort d'où? Lui, il vient d'une famille de lettrés. Son père était caïd, proche des Espagnols au début. C'était la politique d'attraction. Ah oui, attirer les élites locales. C'est ça. Mais ça se passe mal avec son père, accusé de trahison. Et Abdelkarim, lui, bascule dans la résistance. Et là, ce qui est vraiment intéressant, Oui. c'est qu'il arrive à fédérer. Il va utiliser la religion, la charia, comme un ciment pour unir ces tribus qui d'habitude se chamaillaient. Transformer une révolte locale en une cause commune? D'accord. Et en face, les Espagnols, comment ils sont organisés? C'était solide? Ben, pas vraiment, justement. C'était un système de postes militaires, des blocs à eau, souvent très dispersés, mal situés, mal équipés. Sous-équipés comment? Artillerie vieillotte, peu de mitrailleuses au début, logistique qui suit pas, c'était précaire. Ils misaient beaucoup sur le renseignement, l'Oficina de Asuntos Indígenas, et sur des troupes locales. La fameuse police indigène et les régulares. Exactement. Mais la loyauté de la police indigène, bon, c'était pas garanti. Et les régulares, c'était des troupes de choc, oui, mais il y avait aussi des désertions. Et la stratégie globale, c'était quoi? Aller avancer doucement? L'idée, c'était une pénétration politique d'abord, un peu anesthésier le terrain avant des actions militaires limitées. Mais la partie mission civilisatrice, écoles, hôpitaux, ça, c'était vraiment le parent pauvre. Très peu de choses concrètes. C'est dans ce contexte donc que le général Sylvestre décide d'avancer vers la baie d'Alé Osema, en plein territoire Beni Ouriagel. Oui, une avancée assez rapide, peut-être trop. Il étire ses lignes de communication de façon dangereuse. Anoual est occupé en janvier 1921, et là, les choses commencent à se tendre sérieusement. Il y a un premier signal d'alarme, non? Dar ou Baron. Ah oui, le 1er juin 1921, une première défaite espagnole assez nette. Ils perdent des canons, ce qui est important matériellement et moralement. Ça marque les esprits. Et ensuite, tout se concentre sur Aigriben, un poste avancé pour protéger Anouel. Voilà. Et Aigriben, ça va devenir le point de bascule. Le poste est mal fortifié et surtout, il n'a pas d'eau à l'intérieur. Catastrophique. Pas d'eau. En plein été, rifin. Exactement. Les Rifins en siègent très vite. Ils utilisent même un canon pris aux Espagnols à Daroubaran pour bombarder le poste. Le siège est terrible. On imagine la soif. La soif extrême, oui. Les récits parlent de soldats buvant de l'urine, du liquide des conserves, même du dentifrice. Les cadavres d'animaux qui pourrissent, l'odeur, les attaques constantes. Le moral s'effondre. L'héliographe, pour communiquer, est détruit. Ils sont coupés du monde. Et les tentatives pour les secourir? Elles échouent. Les colonnes de secours sont repoussées par les Rifins. La situation est désespérée. Jusqu'au 21 juillet. Le 21 juillet, Sylvestre donne l'ordre d'évacuer Iriben. La sortie est une tentative désespérée, en plein jour. C'est un massacre. Quasiment toute la garnison est tuée. Il y a des survivants. Très peu. Le lieutenant Cassado, quelques soldats, complètement traumatisés. Leur arrivée à Anoual, où se trouve Sylvestre, sème la panique. Et là, c'est la débandade à Anoual même. Complètement. Le même jour et le lendemain. Panique générale. Sylvestre voit la situation lui échapper. Il commence à douter de la loyauté des troupes indigènes qui composent une partie de la garnison. Il ordonne la retraite. Une retraite chaotique, précipitée. On parle de fuite, ils abandonnent tout. Matériel, blessés. C'est à ce moment-là que Sylvestre disparaît. L'hypothèse la plus probable, c'est le suicide. Et la retraite elle-même, c'est
Une catastrophe. Une poursuite acharnée par les Rifins. Les soldats tentent de rejoindre Ben Taïeb, puis Driouche. Là, un autre général, Navarro, essaie de reprendre les choses en main, mais par méfiance, il décide de désarmer les régularas et les policiers indigènes restants. Ce qui ne doit pas arranger le moral. Pas du tout. Driouche est abandonné aussi, et commence alors une longue marche terrible vers Montaroui, sous les attaques constantes. Et Montaroui, c'est le dernier acte. Oui, le siège de Montaroux, fin juillet, début août. Les conditions sont à nouveau épouvantables. Manque d'eau, des centaines de blessés sans soins, la gangrène. Les Rifins bombardent avec une précision redoutable. On soupçonne que des artilleurs espagnols prisonniers étaient forcés de les aider. La fin est inévitable, j'imagine. Oui, le 9 août, après des négociations menées par le haut-commissaire espagnol Berenguer, via des intermédiaires, la garnison se rend. On leur promet la vie sauve. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Non. Après la remise des armes, c'est le massacre. Des centaines, peut-être des milliers de soldats espagnols sont tués. Le général Navarro est fait prisonnier. Le bilan final est terrible, effroyable. Entre 8 000 et 10 000 morts espagnols, peut-être plus. Un matériel militaire énorme est capturé. Des dizaines de milliers de fusils, des centaines de mitrailleuses, plus de 100 canons. C'est ça, le désastre d'Anoual, un choc immense en Espagne. Et les prisonniers comme Navarro? Des centaines sont capturés. Ils seront détenus pendant presque 2 ans. Leur libération en 1923 se fera contre une rançon énorme, payée par l'Espagne après des négociations complexes. Il faut noter qu'Abdelkrim, lui, niera toujours l'implication directe de sa tribu, les Beni Ouriagel, dans les massacres qui ont suivi les redditions, notamment à Montaroui. Il parlait de représailles incontrôlées par d'autres tribus, un manque de contrôle au début. C'est un récit glaçant. Comment on explique un tel désastre, une telle déroute? C'est une combinaison de facteurs, en fait. Il y a clairement des erreurs de commandement espagnol, l'impulsivité de Sylvestre, sa sous-estimation totale de l'adversaire rifin. Et les faiblesses structurelles dont on parlait. Oui, elles ont joué à plein. La logistique qui ne suit pas, l'armement parfois dépassé, l'isolement des postes. Et, en face, il ne faut pas l'oublier, il y a une stratégie rifaine efficace. Menée par Abdelkarim. Exactement. Sa capacité à unifier, même temporairement, ses tribus. L'utilisation très intelligente du terrain pour la guérilla. Et puis, l'exploitation psychologique de chaque victoire. Son leadership a été déterminant. Donc ce désastre d'Anoual, ça nous montre quoi? La fragilité de l'entreprise coloniale face à une résistance organisée, déterminée. Absolument. Ça remet en cause beaucoup de certitudes de l'époque. Et ça laisse des traces, forcément. On peut se demander comment un tel événement a façonné les mémoires des deux côtés, en Espagne et au Maroc. Et quelles leçons peut-être sur ce qui arrive quand on sous-estime un adversaire qui défend son territoire? Vaste question. De quoi réfléchir?